Bonjour William. Bonjour, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre nouveau rendez-vous psycho, à la bonne heure, sur votre page Facebook France Maghreb 2. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dès aujourd'hui et tous les jours du lundi au vendredi de 11 heures à midi. Donc, je ne serai pas seule puisque je serai en la compagnie de notre ami Abdeslam, qu'on entend, mais aussi en votre compagnie à vous à travers vos messages et même vos appels parce que oui, c'est possible, vous pourrez entrer dans le direct afin d'intervenir et de donner vos points de vue, partager avec nous vos expériences en cette période exceptionnelle de confinement. Alors, le désir de tous les membres de l'équipe de France Maghreb 2, c'est celui de vous sortir de votre isolement et aujourd'hui, plus que jamais, d'être à vos côtés. Alors, ce rendez-vous à la bonne heure a pour objectif d'aborder chaque jour un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, donc notre premier rendez-vous, je suis une maman à bout, je suis en plein burn-out. Et oui, il existe bien le burn-out, il n'est pas réservé aux personnes qui ont un métier parce que de toute façon, le fait d'être maman est un métier. Alors, cette émission, c'est la vôtre et elle est là pour vous informer. Des solutions sont possibles. Il y a des clés qui sont à votre disposition pour amorcer un début de changement et j'espère pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Peu importe notre origine, peu importe notre religion ou non, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière est la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Je répondrai en direct à vos messages ici, ainsi que sur ma page Facebook Maghrebi William, psychologue clinicienne interculturelle. Cet espace est le vôtre, alors s'il vous plaît, profitez-en. N'hésitez pas à nous contacter et à échanger ensemble dès aujourd'hui. Alors William, Oui. nous avons Fatima qui est connectée, qui souhaiterait vous parler. Ok, super. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, je suis Fatima. Merci. De Strasbourg. Vous m'entendez correctement? Oui, je vous entends un petit peu en décalé, je suis navrée. Merci d'être déjà parmi nous. Merci d'accepter de nous parler de ce que vous vivez. Dites-nous, qu'est-ce qui fait que ce sujet vous a interpellé? Ce sujet, il m'a interpellée parce que je considère, par rapport à l'état dans lequel je me trouve, que je suis vraiment, j'ai les deux pieds dans le plat du burn-out. D'accord. C'est-à-dire que je me considère… Pardon. Est-ce que vous êtes d'accord pour rester avec nous tout au long de l'émission ou est-ce que vous allez devoir nous laisser à un moment donné? Non, je reste avec vous. J'ai pris mes dispositions. Génial. Alors, donc, n'hésitez pas à intervenir. Moi, je vais présenter d'abord dans un premier temps ce que c'est que le burn-out. Ensuite, pour les personnes qui nous regardent, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo parce que je vais en direct vous faire passer un questionnaire qui vous permettra de vous situer, de vous positionner par rapport à éventuellement le vécu d'un burn-out. Et puis ensuite, je donnerai des conseils, bien sûr, pour sortir de ça. Et puis, il y a également des conseils de lecture. D'accord? Donc, restez avec nous. Je vous parle très rapidement de ce que c'est que le burn-out. Alors, on entend souvent parler du burn-out professionnel, mais plus rarement, on entendra parler du burn-out familial. Pourtant, ce mal qui guette un grand nombre, et principalement les femmes, un grand nombre de personnes, en période de confinement, il risque de s'aggraver. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Alors, si moi, je dis les femmes, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas touchés par le phénomène. Là encore, c'est juste que c'est un sujet qui est tabou et que très peu d'hommes osent franchir le pas d'en parler, de nommer. Mais j'espère avoir le temps de vous donner quelques caractéristiques qui laissent supposer que aussi les papas, les hommes, peuvent être en burn-out. Alors, le burn-out maternel,
c'est quoi? Donc, je vais me focaliser essentiellement sur les mamans. Alors, c'est un phénomène qui s'étale dans le temps, sur des semaines, des mois, voire des années parfois. C'est vraiment une longue descente pour la femme dans un espèce d'épuisement. C'est quelque chose qui se chronicise, qui se fait avec le temps. C'est ce qui fait aussi qu'on n'y prête pas garde et que souvent, on n'a pas conscience qu'on est en train justement de faire ce burn-out. Alors, c'est une fatigue qui est à la fois physique, mais aussi psychologique, bien entendu, dont les femmes n'arrivent pas très facilement à se remettre. Donc, raison pour laquelle je trouvais qu'il était nécessaire de commencer dès aujourd'hui à parler de ça. Alors, parce qu'en fait, ce sont des femmes qui cherchent constamment, sans relâche, à être des mamans parfaites, à tout bien faire, à tout contrôler, à être des mères idéales dans leurs fantasmes, elles finissent par s'épuiser. Puis un jour, malheureusement, quand la fatigue est là, les mots violents, l'agressivité, une gifle, une fessée, un espèce de raptus comme ça, un espèce de passage à l'acte, ce grand passage à vide va faire que les mamans vont vraiment sentir qu'elles ont atteint leurs limites, alors qu'on avait déjà des signes avant-coureurs. Alors, je vous donne déjà la définition de ce que c'est que le burn-out familial. Donc, c'est un épuisement physique et psychologique. On a l'impression de ne jamais avoir suffisamment d'énergie, mais également de temps pour tout faire. On a l'impression que gérer la maison, faire le ménage, faire les courses, les dépenses, s'occuper des enfants, suivre les études, et alors Dieu sait que là, avec le confinement, on a une surcharge de travail. Être une bonne mère, tout ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'impossible, et pourtant, c'est notre idéal. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le cadre du burn-out maman, le burn-out conjugal, ça existe aussi, c'est une petite parenthèse. C'est la tendance à vouloir tout le temps faire des efforts, à toujours vouloir en donner plus pour l'autre et puis finalement ne pas forcément y parvenir. Alors, les symptômes du burn-out. Cette fatigue du corps et de l'âme, clairement, va se manifester déjà dès le réveil. Dès le réveil, je me sens épuisée, je me sens écrasée par un sentiment de mal-être qui va être couplé à des symptômes physiques telles que des palpitations, des douleurs physiques telles que des douleurs gastriques ou des espèces de sentiments de courbature comme ça. Et puis, ça va être aussi des plaintes qui vont être récurrentes. Une maman qui est en burn-out, c'est une maman qui va avoir l'impression d'avoir trop de choses à gérer et puis elle va avoir besoin d'attirer l'attention de son entourage et puis l'entourage, malheureusement, ne le voit pas toujours. Alors, de fil en aiguille, dès l'instant où on devient maman, vous me direz, Fatima, puisque vous m'entendez, vous me direz si vous vous reconnaissez dans ça, de fil en aiguille, la maman va perdre de sa sérénité. Alors, il suffit d'avoir un enfant pour pouvoir potentiellement entrer en burn-out. Ce n'est pas réservé aux mamans qui ont plusieurs enfants, puisque ça a un rapport avec leur idéal d'elle-même. Donc, de fil en aiguille, la maman, elle va être de plus en plus impatiente, comme je disais tout à l'heure, parfois violente. Elle va se mettre en colère, elle va être fatiguée, et puis elle va avoir des critiques aussi de l'entourage, parce que le mari ou les enfants, quand c'est des adolescents, ou les parents vont dire à cette maman épuisée qu'elle est complètement folle, qu'elle est complètement hystérique, alors que absolument pas, ça n'a rien à voir, qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir avec de la folie, c'est simplement les signes, la preuve que vous êtes épuisé, et ça n'a rien à voir, là encore, je le répète, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une mauvaise mère, d'être avec une mauvaise personne, ça n'a rien à voir avec le fait ça n'a rien à voir avec votre personnalité tout court. Alors, donc Julie Nadia nous dit fatigue constante, sommeil non réparateur, on en devient toxique pour l'entourage sans le vouloir. C'est exactement ça. Merci Nadia, c'est exactement ça. Alors vraiment, moi, les mamans qui m'entendent, qui me voient, je veux vraiment que elles, mais aussi l'entourage, prennent bien conscience qu'être mère, c'est un travail. Et puis je suis un peu contente entre guillemets avec le confinement. Finalement, il a rétabli une espèce d'égalité parce que là les papas se rendent compte de tout ce que font, tout ce que doivent mener à bras-le-corps les mamans, tout ce qu'elles ont à gérer. Et finalement, le confinement, il rétablit, comme je disais, un peu l'égalité. Parce que oui,
être à la maison toute la journée, c'est un travail. Hein, oui, parce que souvent on pense, parce que c'est bien connu, qu'une mère qui reste à la maison, entre guillemets, elle ne reste pas, elle vit, elle travaille à la maison. C'est bien connu qu'une mère n'a rien à faire, hein, elle peut s'occuper de tout. Absolument pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est encore plus culpabilisant quand on est en congé parental ou qu'on est une mère au foyer parce que justement, on laisse penser à ces mères qu'elles ont du temps, qu'elles n'ont rien d'autre à faire et que donc, elles ne sont pas légitimes dans leurs plaintes, elles ne sont pas légitimes dans leurs souffrances. La réalité des mères, c'est qu'elles se retrouvent avec une surcharge de travail qui est clairement impossible à assumer. Être mère, élever ses enfants, c'est vraiment un travail à 100%. Il y a des assistantes maternelles, il y a des auxiliaires de puériculture, il y a des éducatrices de jeunes enfants. C'est un métier, et là, on le voit bien avec le confinement que ce métier, il est très compliqué pour chacune d'entre nous. Donc, la mère qui fait le choix de rester à la maison, d'élever son enfant ou ses enfants, elle est vraiment dans un travail à temps plein. Alors, moi, je pense vraiment que quand une maman, elle en arrive à être épuisée physiquement, à être épuisée émotionnellement, quand elle en arrive à être impatiente, à être agressive, il faut vraiment comprendre que c'est un appel au secours là qu'elle est en train que sa conscience, que son intériorité est en train de faire, et il faut l'entendre. La maman la femme qui va être dans ça, souvent malheureusement, elle est dans le tabou de sa souffrance. Mais en fait, elle-même, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de vivre, de ce qu'elle est en train de ressentir. Elle-même, elle n'a même pas conscience déjà de ce qu'elle veut, de qui elle est et de ce qu'elle veut dans la vie. En fait, en burn-out, elle ne sait même plus, la maman qui est en burn-out, elle ne sait même plus ce qu'elle veut au fond d'elle. Elle n'a pas conscience qu'elle est en pleine crise. C'est une crise profonde. C'est un cri qui vient vraiment de loin et qui nous dit stop, j'en peux plus, je veux autre chose de ma vie, je veux que ça s'arrête, j'ai des besoins qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas compris, et derrière ce cri, il y a des besoins qui sont malheureusement sans réponse. Alors, vous me direz, d'accord, mais alors l'entourage, quel rôle lui il a dans tout ça? Quel rôle l'entourage peut avoir dans la dépression, la fatigue de la maman? En fait, l'entourage, il va être à la fois soit l'accélérateur, soit le réducteur de cette dépression qui guette. Alors, ça va être un accélérateur du phénomène quand l'entourage, donc le mari, les enfants, on va réclamer toujours plus à ces mamans, quand il va augmenter la surcharge de travail de ces mères sans avoir conscience de ce qu'ils demandent, soit il va être le réducteur du phénomène que vivent ces femmes en ayant un regard extérieur de non-jugement et en essayant le plus possible de se demander comment aider, qu'est-ce que je peux faire pour sortir, j'ai Leïla qui me dit comment faire la différence entre la personnalité et le burn-out. Alors, je vais vous faire passer un petit questionnaire, donc je pense qu'on va y aller tout de suite, je vais vous le faire passer tout de suite, parce que c'est important déjà que vous puissiez vous situer par rapport à cet épuisement émotionnel. Ma personnalité, c'est ma façon, c'est trois choses. En fait, ma psyché, elle est constituée de trois choses. Elle est constituée de ma cognition, ma façon de penser le monde, mon affectivité, ma façon de ressentir le monde, et ma sociabilité, ma façon d'interagir avec le monde. Ces trois sphères de ma psyché vont, en s'additionner ensemble, donner, selon la communauté scientifique, donner 12 types de personnalités possibles. Donc, il existe, selon notre DSM-5, selon la communauté des psychologues et des psychiatres, il existe 5 types de personnalités.
Ma personnalité, ma façon de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde, c'est quelque chose qui est stable, qui dure dans le temps. Ça n'a rien à voir avec une fatigue psychologique, avec un changement de comportement, un changement de ma façon de penser et de ressentir qui fait suite à des événements. De toute façon, quand je change d'attitude, j'en ai conscience. En règle générale, je me rends compte que je suis plus exactement moi-même. Ma personnalité, c'est moi, c'est ce qui dure dans le temps. Alors, donc, comme je vous le disais, on va ensemble, je vous laisse le temps d'aller chercher une feuille et un stylo. On va ensemble passer un petit questionnaire parce que c'est important. On parle de la dépression des mamans, hein, du burn-out, mais c'est important pour vous qui nous regardez. Ben, c'est important que vous puissiez vous situer, vous puissiez vous positionner par rapport à éventuellement une dépression, parce que en fonction de donc, comment vous allez vous situer, les conseils, les aides que je pourrais vous proposer comme solution seront plus ou moins adéquates. Alors, Fatima, vous êtes avec nous. N'hésitez pas à compléter ce questionnaire avec nous en direct pour qu'on puisse ensuite en parler. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Non, allez. Êtes-vous satisfaite de votre vie? Êtes-vous satisfaite de votre vie? Alors, je sais que pour les personnes qui ont une spiritualité, une religiosité, et je sais aussi surtout pour les mamans qui sont exposées ou exposables au burn-out, je sais que c'est difficile de se positionner par rapport à cette question et de sortir du déni et d'avouer, se dire que on n'est pas complètement satisfaite. Alors, moi, ce que je veux avec ce questionnaire, c'est vraiment à recueillir votre ressenti. Je veux vraiment que vous puissiez vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous positionner et ne surtout pas culpabiliser. Donc, c'est pas haram, clairement. C'est pas un péché que de dire que vous n'êtes pas satisfaite de votre vie. Ça ne vient pas dire que vous êtes ingrate. Ça vient simplement dire que vos besoins ne sont pas satisfaits. Si vous avez répondu oui à cette question, vous pouvez déjà noter un point. Deuxième question, avez-vous renoncé à un grand nombre de vos activités? Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous positionner avant le confinement. Parce que bien entendu, que depuis le confinement, on est restreint, on est limité dans nos activités. Donc moi, je ne vous demande pas de vous positionner depuis le confinement. C'est vraiment en règle générale avant cette période exceptionnelle que nous vivons. Si vous avez répondu oui à cette question, vous comptez un point. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Alors, paradoxe de cette question. J'ai plein de choses à gérer, j'ai plein de choses à faire, j'ai le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps et pourtant, j'ai l'impression que ma vie est vide. Oui, elle est vide de toute satisfaction de mes besoins. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui je veux être et donc mes désirs, mes envies les plus profonds ne sont pas satisfaits. Et donc, si vous avez le sentiment que vos besoins ne sont pas entendus par vous ou par les autres et puis que finalement, ils ne sont pas satisfaits, vous répondrez oui à cette question et donc, on la cotera ensemble un point. Vous ennuyez-vous souvent? Ah oui, là aussi, c'est encore une question un peu paradoxale. Les mamans qui sont en surcharge de travail, celles qui ont le sentiment que 24 heures ne suffit pas, je dis 24 heures parce que souvent, même quand elles se reposent, même quand elles essayent de se reposer, même quand elles dorment, leur psyché, elle est encore en train de travailler, en train de fonctionner, donc en fait, elle ne s'arrête jamais. Et même quand on est en grande fatigue, parce qu'on a trop de choses à gérer, on peut, quand il nous reste un petit peu de temps, cette petite fenêtre où on est face à soi-même, on peut avoir le sentiment de s'ennuyer parce qu'on sait finalement, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on est tellement déconnecté de nos passions, de nos désirs, que quand on est face à du vide, on ne sait pas comment l'employer, on ne sait pas comment le remplir. Donc, si vous répondez vrai, si vous répondez oui à cette question, vous la cotez un point. Envisagez-vous l'avenir avec optimisme?
Alors, la période de confinement, elle est un peu compliquée parce que elle vient nous limiter, nous restreindre dans nos projections dans l'avenir. Au départ, nous étions partis pour 2 semaines et puis ben là, on nous annonce que ça va durer un peu plus longtemps que prévu, même si beaucoup s'en doutaient. Ça va durer à peu près 6 semaines. Donc, le fait d'être limité dans nos projections, le fait de se dire que là, on est parti pour 6 semaines, c'est difficile, ça va être difficile pour beaucoup d'entre nous de patienter. Je le dis à mes patientes, donc elles portent bien leur nom, je le dis à mes patientes et je vous le dis à vous aujourd'hui, la patience, c'est quelque chose qui est mis à rude épreuve dans la période de confinement et encore plus depuis que nous savons que ça va durer encore 6 semaines. Pourquoi ? C'est important que vous compreniez, que vous entendiez bien, et ensuite on continuera le questionnaire, c'est important que vous compreniez et que vous entendiez bien que la patience, elle suppose 2 choses. Si je n'ai pas ces 2 choses, je vais avoir du mal à vivre, à accepter ce que je suis en train de vivre au quotidien. Alors, la patience, ce n'est pas la résignation, ça n'a rien à voir, hein, ce n'est pas la soumission à ce que je vis, la patience. Au contraire, c'est 2 choses. Donc, c'est ma capacité à me projeter dans l'avenir et c'est le fait d'être en action. Alors, pour les personnes qui nous regardent et peut-être les personnes qui ont une spiritualité, qui ont une religiosité, je vais faire appel à votre savoir hein, sur le plan religieux, puisque je m'adresse à toutes et à tous, mais aussi à toutes les personnes qui ont une forme de croyance. Donc, vous savez que, et je vous souhaite à toutes et à tous de bien entendu ne pas être destinés à ça, mais en tout cas, voilà, si vous avez une croyance en un Dieu, vous savez que dans l'au-delà, le jour où nous quitterons ce monde, on est destiné à 2 lieux. Hein, c'est un peu manichéen de le dire comme ça, mais c'est aussi nos croyances. On est destiné potentiellement à deux destinations, soit l'enfer, soit le paradis. Pour les personnes qui malheureusement seront destinées à l'enfer, Dieu nous dit dans le Coran qu'il nous dit et qu'est-ce qui les fera patienter, ces personnes qui seront en enfer. En fait, il nous dit plutôt qu'en enfer, on n'aura plus cette qualité qui est le propre de tous les croyants, à savoir la patience. Pourquoi ? Parce que Dieu vous préserve toutes et tous de cette destination. Quand malheureusement certaines personnes seront en enfer, elles ne pourront plus agir. C'est trop tard, on ne peut plus revenir sur nos œuvres, sur nos actions. Le jour du jugement est passé, le jour des comptes est arrivé, on ne peut plus agir, on ne peut plus œuvrer pour sortir de cette place qui nous a été destinée. On ne peut plus faire les causes. Et ensuite, pourquoi les personnes qui seront en enfer ne pourront plus patienter, tout simplement parce que c'est fini, elles ne peuvent plus espérer en un au-delà meilleur, elles ne peuvent plus espérer sortir de ce lieu dans lequel donc elles resteront éternellement. La patience, mon Seigneur, que l'on soit juif, que l'on soit chrétien ou que l'on soit musulman, la patience, c'est une qualité que notre Seigneur donc réserve aux croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ista'inu bis-sabri was-salat. Notre Seigneur nous dit que pour supporter, pour dépasser, pour sortir de l'épreuve, puisque nous sommes tous aujourd'hui éprouvés par ce confinement, par cette pandémie, notre Seigneur nous dit que pour traverser les épreuves, il faut faire preuve de patience et donc il faut faire les causes et se projeter de façon positive, de façon optimiste dans l'avenir. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais, c'est que au départ, c'était 2 semaines. Maintenant, on nous dit que c'est 6 semaines. C'est encore plus compliqué de se projeter dans l'avenir parce que, ok, 2 semaines, on peut le penser, on peut l'imaginer, mais alors 6 semaines, là, ça devient un peu compliqué de se dire qu'on va tenir pendant ces 6 semaines. Justement, patienter, c'est se dire que ces 6 semaines, on va y arriver et qu'on va faire ce qu'il faut pour s'en sortir, entre guillemets, le mieux possible. On va faire les causes. Et justement, pour sortir de ma déprime, pour sortir de mon burn-out, je vais devoir faire des causes et c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Donc, j'en reviens au questionnaire. Envisagez-vous l'avenir avec optimisme? C'était ma question numéro 5. Les personnes qui sont
en burn-out, qui sont déprimées. Elles ont du mal à envisager le futur de façon positive et il n'y a pas de mal. Je ne veux surtout pas, avec ce que je viens de vous dire, vous culpabiliser. Donc, si vous avez répondu faux à cette question, envisagez-vous l'avenir avec optimisme. Dans ces cas-là, eh ben, vous coterez 1 point. Si vous avez répondu vrai, ben, vous mettez 0. On continue. Êtes-vous souvent préoccupé par des pensées qui reviennent sans cesse et notamment au moment de l'endormissement et notamment au moment où vous allez être un petit peu oisive. Si vous avez des pensées négatives ou si vous avez des souvenirs qui reviennent ou si vous avez des pensées très culpabilisantes de ne pas être digne, de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire suffisamment, si vous avez des pensées du type « je ne veux pas être comme », et ben dans ces cas-là, il faudra coter vrai, il faudra répondre vrai à cette question et dans ces cas-là, ben, vous compterez 1 point. Question numéro 7. Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps? Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps? Les mamans qui sont fatiguées, qui sont en burn-out, eh ben, c'est des mamans qui, sur le plan émotionnel, auront tendance à ressentir des émotions très désagréables, très déplaisantes. Elles sont hypersensibles, elles sont à fleur de peau, elles vont être sur la défensive. Donc, si vous répondez faux à cette question, et donc là encore, pas de culpabilité. L'intérêt que nous puissions ensemble, on est tous ensemble dans l'intimité, je suis dans votre intimité, vous êtes dans la mienne, hein, puisque vous êtes en direct aussi de chez moi, et ben l'intérêt, on est ensemble dans cette intimité, c'est pouvoir se regarder à l'intérieur de nous et être surtout la plus sincère dans nos réponses. Et ça sert absolument à rien de se mentir, il faut aussi pouvoir regarder notre réalité en face, c'est le début de la guérison. Donc, êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps? Si jamais vous avez répondu faux, dans ces cas-là, vous cotez 1 point. Craignez-vous un mauvais présage pour l'avenir? La situation de confinement, c'est une situation qui va aggraver la déprime des mamans, puisque c'est une restriction qui nous est imposée, même si elle est juste, même si elle est nécessaire, même si elle est utile, elle engendre des frustrations, elle engendre des contrariétés. À cause de notre vie de couple, par nos enfants et leurs devoirs, beaucoup de nos tâches quotidiennes vont entraver notre énergie vitale et puis ce qui va faire qu'on aura des difficultés à envisager l'avenir de façon positive, bah, c'est aussi de l'anxiété face à toutes ces informations qui nous sont constamment déversées, que ce soit par les réseaux sociaux ou par la télé. Et donc, bien entendu que je vous conseille de vous en déconnecter, avec les morts qui augmentent de façon exponentielle, avec le virus, la pandémie et sa progression, mais aussi face à la peur pour nous, la peur pour nos proches, et puis aussi parce qu'on n'en parle pas assez, mais aussi des problèmes d'argent qui guettent, ben, c'est un peu difficile de se projeter de façon positive dans l'avenir et on aura tendance à craindre un mauvais présage. Moi, je m'adresse aux mamans qui ont ce sentiment, qui avaient déjà ce sentiment avant le confinement, même si le confinement, il va venir exacerber, bien entendu, cette crainte. Alors, si vous avez une crainte de l'avenir, et donc si vous répondez vrai, vous coterez 1 point à cette question. Question un peu culpabilisante, là aussi, un peu difficile, mais il faut savoir là aussi y répondre. Êtes-vous heureuse la plupart du temps? Êtes-vous heureuse la plupart du temps? Je ne vous demande pas maintenant, je ne vous demande pas les quelques jours qui ont précédé le confinement, je veux vraiment en général, globalement, dans votre ensemble, est-ce que vous étiez plus heureuse que malheureuse? Si vous répondez faux à cette question, eh bien, là encore, vous coterez 1 point. Alors, question très importante, vous l'avez vu, elle s'affiche à l'écran.
avez-vous besoin d'aide dans vos activités? Quand j'ai le sentiment d'être arrivé au bout, quand j'ai le sentiment de ne pas pouvoir m'en sortir, quand j'ai le sentiment que 24 heures ne me suffisent pas, eh ben, je vais avoir besoin d'aide. Alors, cette question ne veut pas dire que pour autant vous en demandez, hein, parce que les mamans en burn-out, elles ont souvent ce fantasme de toute puissance, cette idée qu'elles peuvent s'en sortir seules, et donc en général, ben, elles ne demandent pas d'aide. Donc, en tout cas, vous, si vous avez besoin d'aide dans vos activités, eh ben, là aussi, vous répondrez vrai, et donc vous coterez un point à cette question. Vous sentez-vous souvent nerveuse au point de ne pouvoir tenir en place? Alors, le confinement, il exacerbe ce sentiment ce stress, cette agitation psychomotrice, parce que ce qui guette beaucoup d'entre nous, et particulièrement les mamans qui sont en burn-out et qui ne sont pas plus aidées en situation de confinement, ben, ce qui guette, c'est la surcharge affective, c'est-à-dire l'accumulation des pensées négatives, mais aussi l'accumulation des émotions qui en résultent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, votre personnalité, mais c'est votre psyché en réalité, votre psyché, elle est constituée de 3 sphères. Elle est constituée de votre cognition, votre façon de penser le monde, votre affectivité, votre façon de ressentir le monde, et donc de votre sociabilité. Votre affectivité, ce que je ressens, c'est le résultat de mes pensées. Et donc, les mamans qui vont être en burn-out, elles vont accumuler, elles vont intérioriser énormément d'émotions désagréables. Donc, si vous sentez souvent que vous êtes sur les nerfs, que vous êtes nerveuse, que vous êtes stressée, que vous êtes à fleur de peau, eh ben, vous répondrez vrai à cette question, et donc vous la coterez un point. Encore plus en période de confinement un peu compliquée, préférez-vous rester seul dans votre chambre plutôt que d'en sortir? Alors, je lis les commentaires en même temps. On peut simplement vivre le moment présent. J'ai du mal avec cette projection. On peut vivre le moment présent, et justement, c'est ça qui est difficile pour les personnes qui n'arrivent pas à se projeter de façon positive dans l'avenir. C'est qu'en fait, elles se projettent de façon négative dans l'avenir, et elles n'arrivent pas à s'ancrer dans le présent, à être dans l'ici et maintenant. Elles n'arrivent pas à voir tout ce qu'il y a de positif aujourd'hui, ici et maintenant autour d'elles. Et justement, elles se projettent de façon négative. Elles vont avoir une crainte de l'avenir. C'est ce que je disais tout à l'heure, Nadia. Donc, je reviens à la question. Préférez-vous rester seul dans votre chambre plutôt que d'en sortir? Et oui, c'est aussi là encore le paradoxe, c'est que les mamans qui vont être en burn-out, ou les mamans tout simplement, ou les personnes tout simplement déprimées, elles auront tendance à s'isoler parce qu'elles ne sont pas comprises, parce qu'elles ne sont pas entendues, parce que malheureusement leurs plaintes ne sont pas écoutées. Elles vont avoir tendance à s'isoler pour se protéger elles, mais pas seulement, pour protéger aussi leur entourage d'elles-mêmes, parce que l'image qui leur est renvoyée, cette attitude qu'elles vont avoir avec leurs enfants, cette agressivité, mais aussi avec leur mari, va faire que elles vont préférer se replier sur elles-mêmes plutôt que d'être négatives pour leur entourage. Donc, c'est pour protéger l'entourage, mais c'est aussi pour se protéger elles-mêmes qu'elles auront tendance à s'isoler. Alors, un peu difficile là aussi, même très difficile là aussi, en période de confinement. Alors, préférez-vous rester seule dans votre chambre plutôt que d'en sortir? Si vous répondez vrai à cette question, vous la cotez un point.
L'avenir vous inquiète-t-il? Donc, elle rejoint la question précédente où je vous demandais si vous craigniez un mauvais présage pour l'avenir. Là encore, si vous avez tendance à vous projeter de façon très négative dans l'avenir, c'est-à-dire à devancer le pire, hein, si vous répondez vrai à cette question, là aussi, eh ben, vous coterez, vous répondrez donc vrai, vous mettrez un point. Pensez-vous que votre mémoire est plus mauvaise que celle de la plupart des gens? Si vous avez le sentiment que en ce moment, c'est difficile pour vous de réfléchir, vous avez beaucoup de choses à gérer, les papiers, les enfants et leur travail. Et puis, alors, quand on a des enfants d'âge très, très divers, hein, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, quand on doit, dans une même journée, jongler avec les devoirs des tout petits, puis ensuite des moyens, puis ensuite des plus grands, on a l'impression que sur le plan intellectuel, on est un petit peu dépassé. Donc, si vous avez l'impression de plus réussir à parler, de plus réussir à réfléchir, de plus réussir à même à mettre tout simplement des mots hein, sur ce que vous ressentez, et ben dans ces cas-là, vous mettrez vrai à cette question et donc vous la coterez un point. Pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre à notre époque? Alors, on vit des jours exceptionnels, donc moi, quand je pose cette question, bien entendu que ce n'est pas en rapport avec ce que nous vivons là aujourd'hui, en ce moment, depuis une dizaine de jours, hein, en dehors du confinement. Est-ce que vous étiez quelqu'un qui aviez tendance à considérer que l'époque, la société, le monde dans lequel nous vivons est merveilleux? Alors, j'insiste sur le merveilleux parce que si vous n'arriviez pas à voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, si vous n'étiez pas positive dans vos pensées, si vous n'étiez pas une optimiste, hein, dans ces cas-là, il faut répondre faux à cette question. Et là, si vous répondez faux, il faudra coter un point. 16e question. Avez-vous souvent le cafard? Est-ce que vous êtes souvent triste? Est-ce que vous avez des sentiments d'impuissance? Est-ce que vous avez l'impression, vous aviez, là encore en dehors du confinement, mais encore plus avec ces jours que nous vivons, est-ce que vous aviez le sentiment de passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir de pouvoir, de contrôle sur quelque chose de votre vie? Est-ce que vous pleuriez, donc comme je disais tout à l'heure, facilement, mais pas seulement, hein. Est-ce que vous aviez le sentiment de n'avoir goût à rien, de ne ressentir du plaisir dans rien et pour rien? Et donc, dans ces cas-là, si c'est bien le cas, c'était bien le cas pour vous, si c'est le cas pour vous aujourd'hui, vous répondrez vrai à cette question et vous la coterez un point. Question numéro 17. Paradoxe de cette question, avez-vous le sentiment d'être désormais inutile? Alors, désormais inutile, c'est pas juste là encore dans les jours que nous vivons, c'était en général, bien que vous aviez tellement de choses à gérer, vous aviez le sentiment de ne pas être utile au monde, de ne pas être utile à la société, de ne pas faire grand-chose de votre vie, de ne pas être efficace dans celle que vous êtes, mais en tout cas, de ne pas être pleinement épanoui et de ne pas employer le meilleur de toutes les ressources qu'il y a en vous. Donc, si vous avez répondu vrai, avez-vous le sentiment d'être désormais inutile à cette question, vous la cotez un point également. Ressassez-vous beaucoup le passé? Souvent, les mamans qui vont être déprimées, qui vont être très fatiguées, elles vont avoir tendance à repenser, à réfléchir à tout ce qu'elles ont pu faire qui ne correspondait pas à leur idéal d'elles-mêmes, à ce qu'elles voulaient être. Elles vont constamment ressasser
toutes les conduites, toutes les attitudes qui ne correspondent pas à leur idéal, à la bonne mère, à la mère parfaite qu'elles veulent être. Donc, c'est ça, mais pas seulement. Ça peut être aussi les conflits, les disputes qu'on a pu avoir avec notre mari, avec notre amoureux, avec nos parents, avec notre fratrie. Donc, c'est vraiment toutes les voilà, tous les regrets, toutes les amertumes qu'elles ont pu accumuler en elles depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois. Et donc, si vous ressassez beaucoup le passé et que donc vous avez répondu vrai, vous coterez un point cette question. Trouvez-vous que la vie est passionnante? Et oui, même en période de confinement, on peut trouver que la vie est passionnante. Même en période de confinement, on peut mettre en place des choses pour aller mieux, pour se sentir bien, que ce soit une activité sportive, et oui, mais à la maison, c'est possible. On peut se connecter sur YouTube, sur Internet. On a énormément de coachs sportifs qui nous proposent des séances de quelques minutes, voire de 30 minutes, voire d'1 heure, tous les jours qu'on peut faire en direct pour se dépenser, se défouler. On peut faire des lectures, on peut faire des activités, même à la maison, pour se déconnecter de notre ici et maintenant et être dans du plaisir. Donc, trouvez-vous que la vie est passionnante? Si vous trouvez que la vie n'est pas passionnante, si vous ne trouvez rien d'intéressant, s'il n'y a rien qui vous fait plaisir dans la vie, dans ces cas-là, vous répondrez faux à cette question et vous la coterez 1 point. Ensuite, avez-vous des difficultés à entreprendre de nouveaux projets? Hors période de confinement, si ces derniers temps, vous aviez, avant cette période exceptionnelle, vous aviez du mal à mettre en place toutes ces activités que vous désiriez faire pour vous, mais pour aussi votre conjoint et vos enfants, et que malgré votre bonne volonté, votre motivation, votre fatigue physique, votre fatigue psychique ne vous le permettait pas, si vous aviez des difficultés à entrer en action dans le réel, si vous étiez dans cette situation et que donc vous répondez vrai à cette question, vous la cotez 1 point. Avez-vous beaucoup d'énergie? Vous vous doutez que si vous répondez faux, si vous répondez non à cette question, on la cote également 1 point. Désespérez-vous de votre situation présente? Tout à l'heure, je parlais de la patience. Et je parlais du fait qu'il faille, dans la patience, se projeter de façon positive dans l'avenir. C'est parce que la force, pour être fort psychologiquement, on ne doit pas désespérer. On doit pouvoir se dire que rien ne dure et que ma douleur, ma souffrance du moment va s'arrêter un jour ou l'autre. Avec la difficulté, après la difficulté, il y a la facilité. Donc, mes douleurs d'aujourd'hui ne dureront pas éternellement et je dois pouvoir m'en convaincre. Même si je suis épuisée, même si je suis à bout, même si je ne suis pas la mère idéale que je voudrais être, même si je ne fais pas tout ce que j'aimerais faire et je ne suis pas tout ce que j'aimerais être, si je n'ai pas une bonne estime de moi, si je n'ai pas une bonne confiance en moi, aujourd'hui, maintenant, ça ne durera pas toujours. Je vais aller mieux, c'est sûr et certain. Je n'ai pas le droit de désespérer. Alors, quand moi je dis je n'ai pas le droit de désespérer, c'est absolument pas pour vous culpabiliser. C'est au contraire pour que vous puissiez comprendre et entendre que rien ne dure, que ce soit votre douleur ou que ce soit le confinement. Mais en tout cas, si vous avez à un moment donné désespéré, si avant ou en tout cas aujourd'hui, vous avez le sentiment de désespérer de ce que vous vivez, vous répondrez vrai et donc vous coterez 1 point à cette question. Pensez-vous que la situation des autres est meilleure que la vôtre, que les autres ont plus de chance que vous? Et pas seulement. Pas seulement, souvent les mamans qui sont à bout, elles ont tendance à idéaliser les autres avec les réseaux sociaux,
avec tous les Instagram et toutes ces pages de maman idéale et de maman parfaite, on a tendance à surestimer les autres mamans, on a tendance à les idéaliser. Alors moi-même, dans le cadre de mes consultations, j'entends mes patientes me dire « Ah oui, mais vous travaillez, ah oui, mais vous avez une vie active et puis vous avez 5 enfants et vous vous en sortez. » Non, je m'en sors pas. La seule chose, c'est que j'ai conscience de ce que je risque, à savoir la fatigue psychologique. Et parce que j'ai conscience et parce que je suis aussi beaucoup aidée, et je remercie mon mari de m'aider et mon entourage de m'accompagner au quotidien dans mes tâches, j'ai conscience que je risque moi aussi, comme toute personne, d'être épuisée, et ma fatigue psychologique, c'est une alarme, c'est un signal de ma psyché qui vient me dire stop. Attention, la vie que je mène, la façon dont je mène ma vie là en ce moment, c'est trop pour moi. Et n'oubliez pas, mon Seigneur ne m'impose pas plus que ce que je suis capable de supporter. C'est moi et moi seule qui m'impose plus que ce que je ne suis capable de supporter. Et parfois aussi, malheureusement, mon entourage, mais parce que je ne sais pas mettre des stops, je ne sais pas m'affirmer, je ne sais pas mettre le holà, voilà, à toutes les sollicitations, à toutes les demandes de mon entourage. Donc, si moi, j'en arrive à être fatiguée, c'est que, je n'ai pas su demander de l'aide, ou je n'ai pas pu suffisamment être aidée. Donc, j'en reviens à la question numéro 2. Numéro 23, pardon. Pensez-vous que la situation des autres est meilleure que la vôtre, que les autres ont plus de chance que vous? Si jamais vous pensez vrai, s'il vous plaît, déconnectez-vous des réseaux et arrêtez de regarder ces mamans parfaites. Et donc, en tout cas, si vous avez répondu vrai, vous la cotez 1 point. Et on passe à la question suivante. Pardon. Êtes-vous souvent irrité par des détails? Je pense que celles-ci, je vous les ai déjà posées. On va peut-être passer aux 2 dernières questions. Vous est-il facile de prendre des décisions? Est-ce qu'il vous est facile de prendre des décisions? Prendre des décisions, c'est s'affirmer. C'est s'affirmer, c'est rester sur ses positions, c'est dire ce que je pense, c'est dire ce que je ressens. S'affirmer, c'est aussi exprimer ses émotions, mais aussi ses besoins, et c'est savoir dire non à la demande de l'autre, ou trancher, prendre une décision, c'est renoncer à quelque chose. Ça demande de l'énergie, ça demande une grosse mobilisation sur le plan psychologique. Donc, les mamans qui sont fatiguées, les mamans qui sont déprimées, mais toute personne, même en dehors des mamans, quand il vous est difficile de trancher, de prendre une décision, de vous positionner, si vous répondez si vous répondez faux, à cette question, s'il ne vous est pas facile de prendre des décisions, vous cotez 1 point. Avez-vous l'esprit aussi clair qu'autrefois? Si vous avez l'impression, en dehors du confinement, je l'ai répété tout au long de l'émission et je le dis là encore, si vous aviez l'impression de ne plus y voir très clair dans votre vie, si vous aviez l'impression d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir comment vous positionner, de ne pas savoir qui vous voulez être, quelle mère vous voulez être, quelle épouse vous voulez être, quel employé, quel professionnel vous voulez être. Si voilà, c'est un peu confus dans votre esprit, si vous avez du mal à réfléchir, donc si vous avez répondu, je me souviens plus de la question, pardon, si Abdeslam, tu peux nous la remettre. Avez-vous l'esprit aussi clair qu'autrefois? Donc si vous avez répondu faux, à cette question, là encore, vous coterez 1 point. Voilà, on est arrivé au bout du questionnaire. Donc, je vais vous laisser compter le nombre de vos réponses. Et puis, si Fatima est toujours avec nous, si elle est d'accord, et puis en attendant de l'entendre et qu'elle puisse nous dire où est-ce qu'elle en est, elle, par rapport à ce questionnaire, je voudrais aborder quand même une petite chose qui est extrêmement importante quand on parle du burn-out des mamans.
C'est le mythe courant de la bonne mère. Alors, je voudrais revenir sur des croyances populaires concernant les bonnes mères qui sont absolument fausses et que je veux vraiment que vous entendiez aujourd'hui. Une bonne mère, c'est une mère adéquate. C'est une mère qui répond à ses besoins à elle et aux besoins de ses enfants et de son entourage dans la mesure du possible. Je ne fais pas passer les besoins des autres avant d'avoir au minimum écouté les miens, mes besoins à moi. Donc, être une bonne mère, souvent, cette croyance populaire, c'est qu'une bonne mère, c'est une mère qui est entièrement dévouée à ses enfants. C'est absolument faux. Une bonne mère n'est pas complètement et totalement dévouée à ses enfants parce qu'en se sacrifiant, en étant une mère esclave de vos enfants, vous allez lui enseigner ou bien qu'il faudra que eux-mêmes plus tard, ils se sacrifient, ou bien vous allez leur renseigner que les gens doivent se sacrifier pour eux. Et vous risquez, et moi, c'est les mamans que je reçois en consultation, les mamans âgées, nos mamans à nous qui viennent en consultation. Souvent, une des plaintes, un des leitmotifs que j'entends souvent dans la consultation, c'est qu'elles sont déçues. Ben oui, parce qu'en se sacrifiant, en donnant votre vie à vos enfants, vous allez être dans l'attente d'avoir un retour, d'avoir une réciprocité de tout ce temps, toute cette énergie que vous avez investie. Sauf que vous risquez vraiment d'être déçus quand vous verrez que vos enfants ne seront pas reconnaissants et puis même vous risquez de les culpabiliser et vous risquez d'avoir des phrases du type après tout ce que j'ai fait pour toi. Sauf que non, on ne fait pas les choses pour les autres. On les fait pour nous. Notre Seigneur nous dit que tout bien que nous faisons, il est d'abord pour nous. Quand je fais quelque chose de bien, je le fais pour moi, pour me satisfaire moi, pour répondre à mes besoins à moi, pas dans l'attente que ce soit que les autres puissent nous récompenser ou nous payer un salaire de tout ce qu'on a pu investir. Également, une fausse croyance, je ne sais pas si vous êtes avec nous, Fatima. Oui, je suis là. Ok, vous vous reconnaissez dans ça déjà le fait de vous dire que vous devez être entièrement dévoué à vos enfants? Oui, j'étais comme ça. Et oui, je le suis encore, mais voilà, maintenant, je suis limitée, quoi. Ouais. Et souvent aussi, malheureusement, les mamans qui sont très fatiguées, elles vont avoir ce désir, elles vont avoir cette idée que pour être une mère parfaite, il faut que les enfants soient heureux. Est-ce que vous désirez plus que tout que vos enfants ne souffrent de rien et soient complètement satisfaits, heureux, joyeux et qu'ils ne ressentent aucune douleur? Tout à fait, tout à fait. Surtout que je suis famille monoparentale, quoi. Et oui, et ça, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque, c'est un facteur de vulnérabilité. Les mamans solo, mais aussi les mamans qui ont un passé, qui ont une histoire jalonnée de souffrance, de séparation, de trauma, elles risquent d'être beaucoup plus vulnérables, d'être beaucoup plus exposées à cette dépression, à cette grosse fatigue physique et psychologique que vivent les mamans qui sont en burn-out. Alors, vous avez un très grand mérite à vous occuper de vos enfants parce que vous devez seul tout gérer. Mais moi, je veux aussi m'adresser à ces mamans qui sont des mamans solo, bien qu'elles ne soient pas divorcées. Ces mamans qui ont un mari qui est complètement désinvesti, qui se donne corps et âme dans son travail ou qui ne se préoccupe tout simplement pas du bien-être de son épouse ou de ses enfants. Elles sont, elles aussi, d'une certaine façon, des mamans solo. Donc, effectivement, pour vous, Fatima, c'est encore plus compliqué parce que vous avez tout sur vos épaules. Toute la charge repose sur vous. Tout à fait. Surtout que je ne sais pas si c'est important de le souligner, c'est mon deuxième divorce. D'accord. Vos enfants sont issus du premier mariage ou du deuxième Des deux. mariage? Des deux. D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'en plus, au niveau de votre surcharge psychique, votre surcharge émotionnelle, vous avez à gérer 2 ex-maris, peut-être, 2 plannings, 2 agendas. Éventuellement, parce que mon fils aîné, le papa, il le voit pas trop, quoi. Il prend pas trop de nouvelles, on va dire ça comme ça, et qu'il n'est pas dans la région.
il est désinvesti. Mais alors, si le papa ne joue pas son rôle hein, de tiers séparateur, c'est-à-dire si le papa ne joue pas le rôle qui lui incombe, hein, on a besoin d'un papa et d'une maman pour bien grandir, pour bien se développer, ça veut dire que vous devez assumer aussi la fonction d'autorité. Vous devez aussi, vous, être et la mère et le père à la fois. Tout à fait, mais donc j'ai été contrainte, entre guillemets, enfin contrainte, c'est-à-dire j'ai choisi de demander un éducateur et j'ai une éducatrice, quoi. Oui, et vous avez bien fait, Fatima. C'est indispensable de pouvoir reconnaître nos difficultés, nos limites, de pouvoir dire stop. Là, moi, je n'ai pas les ressources. J'ai puisé au fond de moi, j'ai pris tout ce que je pouvais, et là, je suis arrivée aux limites de ce que je peux donner. Et c'est indispensable et vous avez bien fait et je vous en félicite de déléguer. Ça ne fait pas de vous un mauvais parent, une mauvaise mère parce que aussi, hein, les mamans qui cherchent à être idéales et donc qui s'exposent au burn-out, sont des mamans qui pensent qu'elles doivent être constamment douces, constamment patientes, constamment gentilles, ne jamais se fâcher. Or, c'est faux. Les mères qui s'interdisent de se mettre en colère, de mettre des limites, elles finissent toujours par exploser. Ensuite, par culpabiliser et ensuite par regretter leur comportement et puis elles risquent aussi hein, à force de vouloir être trop patientes, elles risquent malheureusement et alors je me permettrai pas de dire que c'est le cas de votre fils parce que j'ai pas assez d'éléments mais elles risquent malheureusement d'élever des enfants qui vont être indisciplinés et qui ne vont pas savoir où sont leurs limites et là les limites de ce qui est acceptable. Ils vont prendre l'habitude de contourner les règles, hein, puisqu'ils ont l'habitude à avoir plusieurs chances, ils vont avoir l'habitude de pouvoir négocier hein, le cadre. Et donc, au final, ils vont aller à chaque fois un peu plus loin dans la limite que propose le cadre. Et on va arriver à être complètement à bout et ne plus réussir à gérer. Et puis, l'enfant, de toute façon, qui serait tombé sur une mère à la patience infinie, et je suis sûre que vous deviez avoir une très, très grande patience au départ, les mamans qui font preuve de beaucoup de douceur en toutes circonstances, elles risquent d'être traumatisées le jour où l'enfant, l'adolescent va faire preuve d'agressivité, quand l'enfant va désobéir, et puis qu'elle-même, elle va arriver à perdre patience et finalement, elle va passer du tout ou rien en fait. J'ai été très calme, très patiente, j'ai fait des efforts, je lui ai tout donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai surinvesti mon rôle de maman et finalement, ça n'a pas été suffisant, j'ai pas été à la hauteur. La preuve, mon enfant ne m'obéit pas, la preuve, mon enfant ne m'écoute pas, la preuve, mon enfant fait ci et ça. Et c'est encore plus culpabilisant parce que justement, il faut pouvoir être ferme et mettre des limites et ne pas vouloir être la mère idéale et la mère parfaite. Oui, c'est un petit peu, je me reconnais un petit peu dans ça, quoi. Ouais, souvent les mamans en burn-out, elles pensent aussi que elles doivent tout savoir faire, elles doivent tout savoir régler, elles doivent tout savoir gérer. Mais non, on se pose toutes des questions. Personne n'a toutes les réponses à nos questions, on n'a pas toutes les solutions, on ne sait pas toujours tout ce qu'il faut faire. Et il faut savoir, demander de l'aide. Il faut savoir avoir conscience qu'à un moment donné, il faut être accompagné. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous avez absolument bien fait, que ça ne fait pas de vous une mauvaise maman. Au contraire, au contraire. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre en place pour sortir de ça? En toute sincérité, pas grand-chose. L'éducatrice, elle est pour mon fils aîné, mais maintenant, je vais demander une extension de la prise en charge pour les filles parce que j'ai ma dernière, elle est au CP, elle est assez caractérielle, quoi. Et je ne sais pas toujours comment réagir. Et je suis une mère qui culpabilise beaucoup.
je me dis peut-être que c'est de ma faute, s'il m'écoute pas, peut-être que je suis trop méchante, ou alors des fois je me dis au contraire, je suis beaucoup trop gentille. Et puis ben pour le papa des deux dernières, ben c'est quand il veut, quoi. Quand il a envie de les prendre, il les prend, et quand il n'a pas envie, ben il les prend pas. Je lui demande, je le sollicite des fois ben, pour m'aider, pour être un peu plus autoritaire. Par exemple, une fois, il y avait un petit incident à la piscine. Bah, le maître nageur, il m'a dit bah, que la petite, elle n'était pas très obéissante et qu'elle en faisait qu'à sa tête. Il a donné le numéro de mon numéro de téléphone au maître nageur au lieu de gérer ça lui-même, quoi. Eh oui. Eh oui, eh oui, se décharge sur vous et il fuit ses responsabilités. Même mes deux maris, ils ont fait ça comme ça. Et c'est pour ça que je me dis que c'est de ma faute. C'est moi qui a dû faire quelque chose qui leur fait croire que je suis Wonder Woman, quoi. C'est pas une question de faute, c'est pas une question de bien ou de mal. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que la vie vous a proposé, avec la réalité matérielle de votre vie. Hein. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que la réalité externe vous proposait, à savoir ces hommes-là, et vous avez fait ce que vous pouviez avec celle que vous êtes, avec votre expérience, avec votre personnalité aussi, bien sûr, mais aussi avec vos douleurs, vos forces. Vous avez fait ce que vous pouviez. Donc, c'est pas une question de faute. On ne culpabilise pas. Vous avez fait ce que vous pouviez. Maintenant, là où il faudra pouvoir réfléchir, c'est en quoi vos pensées, en quoi vos désirs, vos projets, vos objectifs pour vos enfants étaient trop hauts. C'est ce qu'on appelle l'idéal de soi. Mon estime de moi, la valeur que je m'accorde, parce que là, ce que j'entends, et c'est souvent une des caractéristiques des mamans burn-out, c'est qu'elles n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, elles n'ont pas suffisamment confiance en elles également. Souvent, les mamans qui sont en burn-out, c'est qu'elles ont eu un idéal d'elles-mêmes qui était trop élevé. Mon idéal de moi, c'est ce que je veux être. Hein, c'est comment je veux que ma maison soit rangée, comment je veux que mes enfants réussissent à l'école, comment je veux qu'ils mangent, quel pratiquant, quel petit musulman ou chrétien ou juif je veux qu'il soit. C'est l'idéal que j'ai pour moi dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de maman, qui est un petit peu trop haut. Et je dois pouvoir essayer de le revoir un petit peu à la baisse. Pourquoi ? Parce que mon estime de moi, la valeur que je vais m'accorder, c'est extrêmement important. Entendez bien, Fatima, entendez bien. L'estime que je vais avoir pour moi-même, c'est-à-dire la valeur que je vais m'accorder, elle me vient de l'idéal que j'ai de moi et de ce que je fais concrètement dans le réel, mes actes. Imaginons que moi, mon objectif pour moi, depuis toujours, regardez, hein, depuis toujours, moi, mon idéal, enfin depuis que je suis enfant, mon rêve, c'est de devenir, je vous dis n'importe quoi, c'est de devenir médecin, c'est de devenir journaliste, c'est d'être enseignante, c'est d'être éducatrice. Voilà, on va dire que moi, quand j'étais enfant, c'était mon rêve de faire ce métier-là, d'avoir un ou plusieurs enfants. Mais la vie fait que, malheureusement, parce que mon contexte familial, mon contexte social et économique, mon contexte intellectuel aussi, hein, faut dire ce qui est, la vie fait que je n'arrive pas à atteindre cet idéal que j'ai pour moi-même. Malheureusement, même si hein, je deviens à l'âge adulte une brivante de camp. Alors, toutes les mamans au burn-out, elles connaissent Desperate Housewives, cette série qui passait à la télé. On s'est toutes reconnues dedans. Même à l'âge adulte, en devenant une Desperate Housewife, une brivante de camp, même en étant parfaite, ma façon de m'habiller, habiller mes enfants, je cuisine parfaitement bien. Même en étant comme ça, j'en arriverai à l'état dans lequel était Brie Van de Camp dans la série. Hein, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Je ferai une dépression et potentiellement, je m'exposerai à une addiction, à une dépendance, parce que c'est une fuite. Hein. L'addiction, c'est un moyen inconscient, bien sûr. Hein, c'est pas la bonne solution. C'est un moyen pour mon intériorité de se distancier. Hein, ça me permet de me distancier de mes affects. Donc, si mon idéal que j'ai de moi, il est trop éloigné de ma réalité, de mes actes, mais aussi de ce qu'on me renvoie de moi, de ce qu'on me dit de moi,
eh ben, mon estime de moi ne sera pas bonne. Je n'aurai pas une bonne estime de moi, donc je m'accorderai pas beaucoup de valeur. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. Si moi, j'estime que je vaux très cher, eh ben, j'ai une bonne estime de moi. Si moi, je pense que je vaux pas grand-chose dans cette vie, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan religieux, sur le plan familial, si moi, je pense que je vaux pas grand-chose, eh ben, j'ai pas une bonne estime de moi. Et le problème, c'est que mon estime de moi, c'est elle qui va être à l'origine de ma confiance en moi, mais aussi de mon affirmation de moi. Ma confiance en moi, c'est ce que je me pense capable d'être ou de faire. Si moi, au fond de moi, je ne me pense pas capable d'être une bonne maman qui s'affirme, si je ne me pense pas capable de mettre des limites, si moi, je ne me pense pas capable de m'en sortir avec mes enfants qui sont turbulents, qui ne m'écoutent pas, qui font le bazar, qui ne font pas les exercices que je leur demande, eh ben, si moi, je ne me pense pas capable, je ne vais pas pouvoir m'affirmer. Et c'est là où est le danger. Si je ne m'affirme pas, mes enfants, les enfants, que ce soit des petits ou des adolescents, attention, ils sont très attentifs à ça, ils s'en rendent compte et ils vont aller juste là où ils peuvent jusqu'à ce que vous finalement vous décidiez à vous affirmer. Ils vont aller taper aux limites de de votre intériorité, des limites que vous imposez. Donc, si je ne m'affirme pas, je m'expose au risque, à un moment donné, d'avoir des enfants qui seront désobéissants ou qui seront dans la transgression. D'accord, Fatima? Oui, d'accord. Ok. Alors, quel score vous avez obtenu au questionnaire? Écoutez, sur 25 questions, j'ai eu 23 au moins. Il y en a 2 où j'ai eu un petit peu du mal à répondre en toute sincérité, mais 23 sur 25, hein, au moins, quoi. Alors, dès l'instant où on a plus de 15 réponses vraies à ce questionnaire, alors le questionnaire que je vous ai fait passer, c'est un questionnaire qui est réservé aux psychologues et aux psychiatres, ce n'est pas un jeu. Si moi, je me suis permise de vous le proposer aujourd'hui dans notre rendez-vous quotidien à la bonne heure, c'est parce que je vous fais confiance et parce que je suis sûre et certaine qu'en entendant la signification de vos scores, vous mettrez en place, vous ferez ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Il n'y a aucun intérêt à faire passer un questionnaire, il n'y a aucun intérêt à se positionner par rapport à une souffrance, il n'y a aucun intérêt si derrière on ne fait pas un travail sur ce qu'on aura pu découvrir. Parce que je ne veux pas rajouter moi de l'anxiété à l'anxiété, je ne veux pas vous déprimer encore plus à l'annonce de vos scores. C'est vraiment parce que si moi je vous l'ai proposé, c'est parce que je veux que vous sortiez du déni et que vous preniez conscience de ce que vous vivez parce que c'est le premier pas vers la guérison. Alors, si vous avez obtenu un score de 15, c'est-à-dire que si vous avez plus de 15 réponses vraies ou faux en fonction de ce que je vous disais pendant le questionnaire, dans ces cas-là, vous présentez un burn-out. C'est une certitude. Maintenant, si vous êtes au-dessus de 22 réponses, là, vous présentez un burn-out, une dépression sévère. La sévérité ne veut pas dire la gravité. Alors, c'est pas parce que j'ai un burn-out sévère, c'est pas parce que je suis en dépression sévère que c'est la fin du monde, que ma maladie est grave et je ne trouverai pas d'issue. Ça ne veut pas dire que je vais en mourir, tout va bien. La dépression, comme je le disais tout à l'heure, c'est un signal d'alarme, c'est une alerte. C'est l'exemple que je donne moi à chaque fois. Si mon téléphone affiche batterie épuisée, si j'ai une alarme sur mon portable qui me dit que mon téléphone est sur le point de s'éteindre, ça ne veut pas dire qu'il s'éteindra, c'est pour me prévenir qu'il faut que j'aille le rebrancher. Et donc, je vais devoir faire ce qu'il faut pour faire les causes qui me permettront de me nourrir intérieurement, de me réénergiser, mais aussi de réfléchir différemment pour ressentir différemment et donc agir différemment. Donc, ce n'est pas parce que vous obtenez un score élevé à ce questionnaire que c'est terminé. Absolument pas. Alors, avant de vous donner des conseils pour sortir de cette déprime, déjà, Fatima, pardon, excusez-moi, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah.
D'accord. Je vais bien, mais je suis pas surprise en toute sincérité. D'accord. Donc, D'accord. je vous remercie de m'avoir rassurée, mais je m'y attendais. Hein. Bon, d'accord, très bien. Parce que vous savez que je suis en arrêt maladie pour dépression depuis 2018. D'accord. Oui, donc on est dans ce qu'on appelle une dépression chronique, une dépression qui se chronicise, qui se répète dans le temps. On a Aladdin qui nous dit, Fatima, même les prophètes ont vécu le burn-out dans ce monde injuste. Et absolument. Absolument. Non, Monseigneur, il me dit une chose qui est extrêmement importante. Donc, pour les personnes croyantes, hein, Monseigneur, il me dit dans la sourate numéro 2, verset 155, il me dit, entendez bien, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Fait la bonne annonce aux croyants. Monseigneur, par quoi il a commencé? Et c'est extrêmement important qu'on puisse y réfléchir. Par quoi Monseigneur a commencé? Il nous dit, nous vous éprouverons par un peu de peur. La première chose par laquelle nous sommes éprouvés, et on le vit tous dans le monde aujourd'hui, on partage tous la même épreuve. La première chose par laquelle nous sommes éprouvés, et c'est la chose la plus difficile, c'est notre psyché, c'est nos affects. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de peur. Or, la peur, c'est l'émotion première dans l'angoisse, dans l'anxiété, mais aussi c'est l'émotion qu'on retrouve dans les dépressions, puisque je présage, je me projette de façon négative dans l'avenir. Donc, effectivement, je rejoins Alain dans ce qu'il nous disait, même les prophètes, tout le monde, personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas été éprouvé par de la déprime, par de la fatigue psychologique ou par de l'angoisse. Maintenant, l'intérêt de cette émission aujourd'hui, de ce rendez-vous, c'est que vous puissiez en avoir conscience, que vous puissiez dédramatiser et que, bien entendu, vous puissiez faire les causes pour sortir de ça. Alors, je reviens simplement et ensuite on se donne des petites clés, des petits outils pour sortir de cette déprime, hein, de cette peut-être même dépression. C'est quoi une bonne mère? C'est quoi exactement une bonne mère? Eh bien, c'est une mère qui est heureuse. Je dois être un modèle pour mes enfants. Je dois pouvoir être un modèle sur lequel mes enfants pourront se projeter. Hein, dans lequel ils pourront se reconnaître. Une maman adéquate, une bonne mère, c'est une mère heureuse et donc c'est une mère qui a du plaisir. C'est une maman qui prend le temps de rire, qui prend le temps de s'offrir du bon temps avec ses enfants, qui prend le temps de s'amuser. C'est pas grave si mon salon il est sale, si mon sol est sale. C'est pas grave si j'ai la vaisselle là qui déborde. Je m'en fiche. Le plus important, c'est pas la longueur des minutes que je partage ou des heures que je partage avec mes enfants qui compte. C'est la qualité que je vais partager avec mes enfants. Donc on s'en fiche du linge qui s'accumule. On s'en fiche même des devoirs qui commencent à s'entasser sur les bureaux, parce que vous inquiétez pas, c'est pas 1 ou 2 mois qui va changer grand-chose à la scolarité de votre enfant. Je vais simplement lire le commentaire. Leïla, comment je fais si mon enfant n'est pas d'accord pour l'aide que j'ai mis en place? Alors Leïla, il faudrait essayer de préciser un petit peu plus parce que je ne sais pas trop de quelle aide il est question. Alors, pour les personnes qui nous regardent, si jamais je n'ai pas pu où je n'ai pas eu le temps de répondre à vos questions parce qu'on a largement dépassé l'heure, mais je voudrais vraiment, puisque c'est notre première émission qui a aussi un peu de test, je voudrais quand même finir en redonnant la parole à Fatima et puis en vous donnant aussi des petites clés pour sortir de cette situation-là. Je répondrai à vos questions à travers la page France Maghreb 2 ou alors à travers ma page Maghrebi William, psychologue clinicienne. Donc, je le disais, le plus important, c'est la qualité du temps que je passe avec mes enfants, plus que toutes ces obligations auxquelles je vais me contraindre et je vais les contraindre de se soumettre. Une bonne mère, c'est une maman qui a des passions et elle se permet d'avoir des passions en dehors de ses responsabilités familiales. Elle sait laisser libre cours à ce qui lui plaît, la lecture, les arts, les activités artistiques. Ça peut être aussi le sport, je le disais tout à l'heure, même dans mon salon, dans ma chambre, je peux m'accorder 30 minutes, je peux faire une activité sportive. Bon, c'est un peu restreint, mais n'empêche que je peux me décharger, je peux me défouler. Une bonne mère, c'est une mère
mère, comme je disais tout à l'heure, qui s'affirme, bah oui, parce qu'elle s'estime, et parce qu'elle s'estime, et parce qu'elle se considère, parce qu'elle considère qu'elle a de la valeur, et parce qu'elle se respecte, elle va se faire respecter. Également, une bonne maman, c'est une maman qui cherche l'équilibre. Je peux pas être parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection appartient au divin. La perfection n'existe pas dans ce bas monde. Donc, je cesse de vouloir être absolument parfaite et de pouvoir tout gérer, tout mener de front. Au contraire, je vais essayer d'être dans l'équilibre, dans la mesure. Une bonne mère, c'est quelqu'un qui cherche à faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, avec ce que la vie lui propose. Donc, vous allez être indulgente envers vous-même et forcément indulgente envers vos enfants et envers votre mari, envers les autres. Et puis surtout, vous restez positive. Tout à l'heure, avec Abdeslam qui est avec nous, on parlait de la PNL, de la programmation neurolinguistique. On parlait de la pensée positive. Je vous invite, dès que l'émission sera terminée, je vous invite à aller regarder ce que c'est que la pensée positive et à peut-être vous noter, à vous lister toutes ces pensées qui persistent dans la journée, qui sont limitantes et qui sont négatives et qui polluent votre psyché. Et avec les conseils et les aides que vous trouverez aussi, et puis on fera une autre émission, on parlera de ça, essayez de leur apporter des alternatives, essayez de proposer à ces pensées négatives des pensées positives, parce qu'on ne lutte pas contre ces pensées négatives, on leur apporte une alternative. Ça ne sert à rien de se dire je ne veux plus penser à ça, c'est le meilleur moyen de ressasser, c'est le meilleur moyen de continuer à y penser. Non, au contraire, se dire ok, je pense à ça, maintenant je vais penser à telle ou telle chose un peu plus positive. Donc, on essaye le plus possible de rester positive, même si je le conçois, c'est très facile à dire et c'est difficile à faire. Donc, selon moi, une bonne mère, elle cherche à s'améliorer sans culpabiliser devant ses imperfections. Une bonne mère, elle permet à ses enfants d'être imparfaits et de commettre des erreurs. C'est pas très grave, mais elle s'assure quand même s'ils font des erreurs, qu'ils assument les conséquences de leur choix. Et donc, quand moi, je mets une règle, quand moi, je mets une punition, je m'y tiens. Et puis, une bonne mère, elle ne cherche pas à plaire à ses enfants. Non. Tu m'aimes pas, tu n'es pas content, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais qui je suis et je sais pourquoi je te transmets ça, mais sans chercher non plus à être dans le contrôle. Il faut aussi être à l'écoute, bien sûr, de l'intériorité de nos enfants. Donc, elle leur permet la bonne mère à ses enfants, elle leur permet de s'épanouir dans un cadre qui est clair, qui est entouré d'amour, qui est entouré de joie de vivre. Alors, évidemment, tous ces principes-là, ils ne sont pas exclusivement réservés aux mamans, ils sont aussi valables pour les papas, parce qu'on a aussi des papas qui cherchent à être des papas parfaits. Et là, je m'adresse au papa solo parce que je sais qu'il y en a, je sais que vous nous regardez. Donc, pour s'en sortir, et on finira là-dessus. Et puis, vous me direz, Fatima, si vous voulez bien, ce que vous avez déjà mis en place. D'accord ? Alors, le premier pas, la première chose, c'est la prise de conscience. C'est le fait de se dire, et j'espère que vous êtes dans ça, Fatima ? Oui, je suis dans la prise de conscience, oui. Se dire que, ok, c'est ça que je suis en train de vivre. C'est un burn-out maternel. C'est le début. Mais je suis pas une psy. Je dois pouvoir me le dire que, dans un deuxième temps, j'ai besoin d'aide. Je dois me l'avouer. Et je dois l'avouer aux autres. Alors, je n'ai pas forcément besoin, en fonction des scores que vous aurez obtenus, bien sûr, et en fonction de l'aide réelle, au niveau logistique des personnes qui sont autour de vous, je n'ai pas forcément besoin de passer par un psychologue. Mais je dois pouvoir, en tout cas, demander de l'aide déjà de façon concrète, de façon matérielle. Je dois déléguer dans mon couple, dans ma famille, les tâches. Donc, c'est pas forcément en consultant un psychologue, même si ça peut y aider, bien entendu. Je dois pouvoir, avec les personnes qui sont autour de moi, me décharger. Je dois pouvoir déléguer. Donc ça, c'est aussi le troisième temps. Je dois aller chercher cette aide. Je dois pouvoir dire, alors c'est difficile de se confronter aux autres et de parvenir à demander de l'aide, à appeler au secours quand on cherche à être parfaite et que on ne veut pas, pardon, je vais décaler un petit peu le téléphone pour que vous puissiez mieux me voir, quand on n'arrive pas à s'affirmer.
celles qui souffrent de burn-out sont en majorité des mères au foyer ou des mères qui sont en congé parental ou qui se sont peu à peu coupées du monde et souvent se retrouvent complètement isolées, complètement coincés ou entre quatre murs de leur maison, et c'est encore plus d'actualité avec leurs enfants. Et ben, en partageant ce sentiment d'isolement, en exprimant leurs ressentis, en échangeant et en partageant aussi leurs difficultés avec d'autres mamans, et c'est tout l'intérêt des réseaux sociaux, et c'est aussi tout l'intérêt de cette émission, ben, ça va vous permettre de constater que vous n'êtes pas toute seule en réalité et que d'autres mamans vivent ce que vous vivez. Moi, je le dis à chaque fois à mes patientes, c'est pas parce que je suis psychologue que je suis préservée, je suis protégée, je suis prémunie de la dépression. On le voit aujourd'hui tristement, de façon réelle avec le Covid-19. C'est pas parce que je suis médecin que je suis protégée de ce virus. Absolument pas. C'est exactement la même chose sur le plan psychique. On peut croire qu'on est très fort psychologiquement et pourtant, et c'est là où le danger va guetter, et pourtant être aussi exposé à ces risques. Donc, il faut absolument pas hésiter à en parler et à en parler aussi avec des mamans comme vous qui sont épuisées comme vous, parce que le fait de ne pas se sentir seule, ça permet de dédramatiser et puis de se déculpabiliser. Également, le fait d'avoir des pensées négatives envers son ou ses enfants, l'envie, ah oui, ça c'est important que je vous le dise, l'envie de le tuer, l'envie de le jeter par la fenêtre, même. Parfois, j'entends dans mes consultations que des mamans ont peur. Elles se mettent à avoir vraiment peur d'elles-mêmes, peur de jusqu'où elles peuvent aller. Ne vous inquiétez pas. Ça vient juste prouver, démontrer que vous êtes très angoissé. C'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. Si moi, je me visualise dans ma tête que je le frappe, que je le jette par la fenêtre, que je lui mets un coup de couteau, que je l'étouffe parce qu'il ne m'entend pas, tout va bien, vous êtes humaine. Tout va bien, alhamdoulilah. Vous êtes une bonne névrosée, vous êtes une bonne personne, ça vient juste dire que vous êtes à bout, que vous êtes épuisé psychologiquement, que vous n'êtes absolument pas folle et surtout que vous ne passerez pas à l'acte, puisque toute personne qui a des phobies d'impulsion, qui a ce genre de pensée, dans 99% des cas, ne passe pas à l'acte. Mais il faut pas pour autant se dire ok ça va, alors je vais rien faire, je vais rien mettre en place dans mon quotidien pour éviter que ça s'aggrave. Non, au contraire, il va falloir faire ce qu'il faut pour ne pas arriver à des cas extrêmes qui sont rarissimes mais qui, j'en suis sûre, ne vous concernent pas. Donc, on a tous le fantasme d'être une mère parfaite et donc parce qu'on a ce fantasme extrême d'être une mère parfaite, on risque aussi d'avoir ce fantasme extrême d'être monstrueuse. Eh oui, c'est ça, quand on est dans les excès, on va penser excessivement le bien, mais on va aussi penser excessivement le mal, mais c'est pas pour autant que nous le serons. Vous ne passerez pas à l'acte, alhamdoulilah. Essayez de, j'ai vu des messages qui vont dans ce sens, essayez de vous rencontrer. Essayez de vous créer, de vous concentrer sur vous. Et là, quand même, bon, c'est un peu compliqué, je sais, avec le mari, le télétravail ou les enfants, mais essayez de vous accorder une pause café ou une pause thé, comme vous voulez, une pause pour vous, avec vous-même. Organisez-vous des rendez-vous en amoureuse avec vous-même parce que vous devez vous aimer. Vous devez être la première personne que vous aimez et ce n'est pas narcissique, ce n'est pas égoïste que de le dire, parce que n'oubliez pas que vous vivez avec vous-même, vous vous transportez avec vous la personne que vous êtes et viendra un jour où vous ne serez seul qu'avec vous-même. Donc, prenez soin de cette personne que vous êtes. Moi, je le dis à chaque fois et je le répète aujourd'hui, vous êtes votre propre MN1. Avant de rendre des comptes sur X et Y, vous rendrez des comptes sur vous-même. Donc, accordez-vous des moments pour vous. Alors, si vraiment vous sentez que vous êtes à bout, une fois la période de confinement terminée, faudra vraiment pas hésiter à vous déplacer, à aller vers des lieux d'accueil, un parent-enfant qui existent dans chaque ville et qui proposent des groupes de parole qui sont organisés, qui sont gérés par des psychologues et donc forcément on est consciente, les psychologues sont conscients de ce qui se passe à l'intérieur de vous et la réalité de ce que vous vivez et donc on peut dans ces lieux-là vous proposer des compromis dans vos pensées mais aussi dans la gestion de votre quotidien pour gérer au mieux, pour vivre au mieux ce passage à vide que vous pouvez vivre.
Donc, demander de l'aide à un psychologue, c'est aussi important quand je pense que vraiment je suis arrivée à bout. Le soutien psychologique, il est essentiel parce que il me permet de faire le point et surtout de couper court à ce que je n'ai pas cessé d'évoquer aujourd'hui, à savoir la culpabilisation et ces pensées très négatives que je peux avoir vis-à-vis de moi-même, puisque plus je me culpabilise, moins j'ai une bonne image de moi, moins j'ai une bonne image de moi, moins je m'estime, moins j'ai confiance en moi, moins je m'affirme, et puis après, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est important de pouvoir dédramatiser, de pouvoir se reconnecter à soi, et des fois, on a besoin d'un miroir, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'un étayage, on a besoin d'un lieu, d'un espace où on va recevoir une écoute véritable, on va recevoir de la bienveillance, et donc ça c'est aussi le rôle, c'est surtout le rôle du psychologue, de vous faire prendre conscience de toutes ces ressources qu'il y a à l'intérieur de vous et que peut-être vous avez oubliées. Vous devez cesser de vouloir être, j'espère que vous l'avez compris, de vouloir être des super mamans, des super women. Laissez tomber, ça n'existe pas. Arrêtez de penser que vous êtes capable de porter tout le monde et tout l'univers sur vos épaules ou à bout de bras. C'est juste pas possible. Également, un conseil que je donne, là aussi qui peut paraître un peu facile, mais qui a tellement fait ses preuves, c'est essayer de rire. Le rire, c'est un excellent remède contre le stress parce que le rire, il nous permet sur le plan neurocérébral de sécréter des neurotransmetteurs du bien-être, de la sérotonine, de la dopamine, de la noradrénaline, bref, des neurotransmetteurs du bien-être qui sont des bons moyens pour se détendre sur le plan musculaire. Ça permet d'être heureux, ça permet d'éliminer aussi les hormones du stress, notamment le cortisol. Et quand on a l'impression d'être constamment en train de se juger, de s'évaluer soi-même, on est constamment en situation de stress, puisque le stress est une émotion que je ressens dans les situations d'évaluation. Et les mamans en burn-out, c'est des mamans qui sont constamment stressées parce qu'elles sont constamment en train de se juger et de s'évaluer. Et c'est encore pire quand elles ont des maris ou un environnement, des mamans aussi. Des fois, ce sont des mamans ce sont des enfants, des mères, des filles de mamans toxiques un petit peu, qui sont toujours en train de leur dire, de les blâmer, en train de leur dire qu'elles font pas bien ci ou ça. Donc, quand j'ai un mari ou j'ai une maman un peu toxique qui me dévalorise à longueur de temps, je vais constamment ressentir ce stress. Et le stress, c'est épuisant sur le plan psycho-affectif. Donc, j'essaye de regarder des vidéos, j'essaye de lire des blagues. Vous avez dû vous rendre compte avec la période de confinement que sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus de petites phrases rigolotes, on a de plus en plus de vidéos rigolotes qui sont partagées parce que naturellement, on a tous compris que le rire, c'est un bon moyen de déstresser et de dédramatiser. Donc, regardez des choses qui font rire et déconnectez-vous de toutes ces chaînes de télé qui sont anxiogènes. Même si vous rigolez par politesse, même si vous avez l'impression que vous vous forcez à rire, c'est pas grave, faites-le parce que ça agit à l'intérieur de vous, même si vous n'en avez pas conscience. Et le rire va vous obliger à être en cohérence avec vous-même. Le fait de se forcer à rire, ça va vous obliger à être en cohérence parce que si moi je fais une chose qui ne correspond pas à ce que je pense, on va vivre ce qu'on appelle la dissonance cognitive et c'est une situation qui n'est pas tenable sur le plan psychologique. On a besoin constamment de faire coïncider ce qu'on pense avec ce qu'on fait. Donc, quand moi je ris, quand je me force à rire, je vais à un moment donné être obligée de changer mes pensées. Je vais m'ajuster, m'adapter en ayant des pensées un peu plus positives. Également, en phase de stress aigu, quand vous sentez que là, vous êtes à bout, que vous allez péter un plomb, que vous allez frapper vos enfants, que vous allez insulter votre mari ou que vous risquez vraiment de tout casser, et Dieu sait que c'est difficile en période de confinement, vous allez devoir essayer et je sais que c'est facile à dire, mais il faut s'entraîner à le faire en dehors de la crise. Vous allez devoir le plus possible essayer de vous relaxer. Indispensable de se relaxer et de se concentrer d'abord sur votre respiration. On a également les conseils on sait que la cohérence cardiaque, vous irez regarder, c'est aussi un bon moyen de se déstresser.
je vous invite, et peut-être que je recevrai dans une prochaine émission une sophrologue, je vous invite à aller regarder sur Internet les podcasts, les vidéos, les pages YouTube des sophrologues qui proposent de très bons exercices de relaxation et de respiration abdominale, parce que respirer calmement grâce à la respiration abdominale profonde, ça permet de se détendre, ça permet de mieux respirer et donc de revenir à un rythme cardiaque un peu plus calme. Alors, le stress ne mine pas seulement, il va pas me miner seulement sur le plan psychologique, il va aussi me miner, il va aussi me fatiguer sur le plan physique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début d'émission. Le burn-out, c'est une fatigue psychologique, mais c'est aussi une fatigue physique. Donc, essayez le plus possible de ménager votre corps, de vous accorder des moments cocooning. Soyez égoïste, entre guillemets, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est pas grave, moi je vous le dis, essayez d'être un peu plus focalisez sur vous, il n'y a pas de mal, ce n'est pas haram. Essayez de vous accorder un peu plus de temps à vous toute seule et de bichonner votre petit corps en allant vous détendre dans un bain, en vous faisant un massage, en vous relaxant. Passer par la relaxation à travers le corps, ça a aussi un impact, une incidence sur ma psyché. Vous pouvez également, et c'est prouvé, pour les personnes qui écoutent de la musique, écoutez de la musique. Pour les personnes qui n'écoutent pas de musique, vous faites ce que vous voulez, c'est votre droit. Vous pouvez également écouter le Coran et psalmodier ou alors chanter, parce qu'on sait que dans le fait de chanter ou dans le fait de psalmodier le Coran, vous allez maîtriser, vous allez gérer, vous allez contrôler votre respiration abdominale. Et là encore, c'est prouvé, ça fait du bien. Également, le plus possible, essayez de parler à votre entourage, puisqu'on sait bien, c'est connu, une peine qui est partagée, c'est une peine qui est divisée. Donc, dans les situations où vraiment vous sentez que vous êtes à bout, il faut vraiment pas hésiter. Les personnes sont beaucoup plus disponibles, elles ont moins d'excuses pour vous dire que elles étaient au travail ou elles étaient en train de faire ci ou ça. Les gens sont de plus en plus là, dans les jours que nous vivons, disponibles. Donc, profitez-en, allez demander de l'aide en parlant simplement, même si l'autre ne vous donne pas de solution. C'est pas grave. Moi, si mon épouse, je sais pas quoi lui dire, je sais pas quoi faire, c'est pas grave si ma fille, mon amie, ma meilleure amie se plaint que j'ai l'impression d'être impuissante. C'est pas très grave. Mon oreille, mon écoute, c'est elle qui est thérapeutique. Le fait de se décharger, le fait d'être comprise, le fait d'être validée dans notre position de douleur, c'est extrêmement thérapeutique parce que en fait, ça permet à la personne de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Également, essayez le plus possible de dormir. Essayez le plus possible de faire une liste. Moi, je le disais tout à l'heure, mais je le redis aujourd'hui. Essayez de faire une liste de toutes ces belles choses que vous avez pu faire dans votre vie, que vous avez réussi, ou toutes ces belles choses que vous désirez pour plus tard. C'est indispensable que vous puissiez vous projeter de façon positive. Alors, tout à l'heure, je le disais, l'entourage, soit ça va être un accélérateur, soit ça va être un réducteur. Et ben, vous, l'entourage, en ayant un regard positif, en n'étant pas dans le jugement, en disant, ouais, ok, tu es épuisé, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Simplement, le fait de poser la question, des fois, juste un petit rien, je vais vider le lave-vaisselle ou laisse, là, c'est moi qui vais lui faire la lecture. Juste ça, c'est extrêmement soulageant. Donc, les maris, en allégeant le fardeau, et je pèse mes mots, en allégeant le fardeau de ces mamans qui sont tabous et en vous rendant disponible psychiquement, en les écoutant vraiment et en disant non mais t'abuses, t'exagères, oui mais moi je fais, non, vraiment en étant à l'écoute de leurs émotions et en reconnaissant, en valorisant le travail qui est accompli, vous les aiderez à sortir de ça parce que le burn-out, qu'il soit familial ou professionnel, malheureusement c'est aussi le sentiment de non-reconnaissance de l'autre et des autres, de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà, j'ai essayé d'être la plus concise, la plus. Est-ce que Abdeslam, il y a peut-être une ou deux questions auxquelles je répondrai puisqu'on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Non, bonjour, rebonjour. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. Restent les livres à présenter, bien sûr, mais exactement. Je te laisse l'entier soin de les...
Merci, tu m'y fais penser. Voilà, c'est encore une preuve qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin d'aide parce qu'on pense pouvoir tout faire tout seul et on n'y arrive pas. Et j'espère qu'à l'avenir, je serai entourée d'encore plus de personnes dans mes émissions. Je vais demander de l'aide parce que c'est indispensable pour ne pas s'épuiser. Donc oui, comme tu l'as très bien dit, je vais vous donner des conseils de lecture. Vous pouvez passer par différentes plateformes d'achat en ligne puisqu'il me semble qu'il y a encore possibilité de commander des livres à distance. Également, pour ceux qui ne le savent pas, la FNAC, le site de la FNAC a mis en ligne plus de 500, si je ne dis pas de bêtises, livres gratuits, téléchargeables, et notamment des livres de psychologie. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site et à télécharger. Moi, j'en ai téléchargé plus de 100. Je me suis fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à en faire de même. Alors, premier livre, comment ne pas être une mère parfaite, puisque de Libby Pearce, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le plus gros problème des mamans qui s'épuisent, c'est qu'elles veulent tout gérer. Elles veulent être parfaites. Également, autre lecture, la fatigue émotionnelle et psychique des mères. Alors, il est plutôt pas mal ce livre parce que elle nous explique ce qui se passe au niveau de l'affectivité de ces mamans qui vont avoir tendance à avoir énormément de pensées négatives. Et elle nous donne des outils, elle nous donne vraiment des clés pour sortir du burn-out. Ensuite, le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir. Il est intéressant celui-là parce qu'il a le mérite de parler aussi des pères et aussi de faire ce qu'il faut pour devancer la survenue du surmenage, pour éviter de tomber dedans. Ensuite, un autre livre qui porte quasiment le même nom, le burn-out parental. Donc lui, il a eu le mérite elle a eu, Liliane Holstein, le mérite parmi une des précurseuses de révéler ce phénomène. Mais surtout, là, dans ce livre, elle nous propose des clés pour sortir de cette impasse et retrouver la joie d'être parent. Donc là, les choses, ils sont posés de façon très claire, sans détour. Les mots MAUX, mais aussi MOT que nous évitons d'exprimer, de prononcer, ils sont ici écrits noir sur blanc, sans tabou. Elle parle de dépression, comme j'ai essayé de le faire moi avec un peu de diplomatie bien sûr. Elle parle d'épuisement parental, quitte à finalement heurter la sensibilité des lecteurs ou même la fierté des parents. Mais voilà, il y a aussi de nombreuses situations classiques de désordre extrême qui sont examinées au cours des différentes phases d'évolution de l'enfant, dont nous parle Liliane Holstein. Et puis il y a aussi des éléments de psychologie qui sont apportés pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Et puis je trouve vraiment, moi ce livre je le conseille vraiment parce que la réflexion elle y est vraiment bien amenée. Et puis vous pourrez même trouver des solutions en fonction des cas cliniques, en fonction des vignettes qu'elle présente. Vous pourrez vous reconnaître et donc vous pourrez vous-même penser, imaginer des solutions à ce que vous vivez dans votre quotidien. Et puis, dernier livre, même s'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, c'est ceux que je conseille, Mère épuisée de Stéphanie Allénou. Il a été réédité là récemment, non, pas si récemment que ça, en 2012. Donc, dans ce livre, vous pourrez trouver quelques astuces, vous pourrez trouver des astuces qui sont glanées tout au long de son témoignage à elle, de comment elle a pu se sortir parce que c'est son histoire, elle a pu se sortir de ce burn-out. C'est indispensable de normaliser, c'est indispensable de se reconnaître, c'est indispensable de se dire que ça durera pas toujours. Moi, je l'ai dit, et je le dis de nouveau, on ne peut pas être une mère parfaite, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout faire, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir déléguer. Si je ne suis pas aidée, je dois aussi renoncer à tout ce que je veux pour moi ou pour mes enfants. Il faut savoir lâcher prise. Et alors, on sera amené à en reparler de nouveau de tout ça, bien sûr, du lâcher prise notamment. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la page France Maghreb 2, mais ainsi qu'à ma page Maghrebi Ouiam, afin de suivre les émissions en direct.
Donc, on se retrouvera tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à midi, normalement. Aujourd'hui, ça a été un petit peu plus long. On va réfléchir, hein, on va en discuter avec Abdeslam et notamment l'équipe de France Maghreb 2. On va discuter de l'éventualité de prolonger, de faire durer un petit peu plus longtemps l'émission. Mais en tous les cas, il ne faudra pas hésiter à venir sur la page de France Maghreb 2 ou sur la mienne et nous proposer plutôt des sujets d'émission, puisque je donne la priorité à vos besoins, à vous, à ce qui vous intéresse. Parce que on a ce désir, comme je l'ai dit en début d'émission, moi, mais surtout et toute l'équipe de France Maghreb 2, on a ce désir, cette volonté de vous accompagner, de vous soutenir, d'être avec vous dans cette épreuve, parce que oui, c'est une épreuve, on est à vos côtés. Donc, voilà, on est confiné, mais on est confiant. Gardez ça à l'esprit, confiné, mais confiant. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire à chacune de mes interventions, je vous souhaite, mais également toute l'équipe de France Maghreb 2, nous vous souhaitons la paix du cœur et d'être des clés du bien. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.